Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, à la veille des élections législatives en Libye, la sécurité sera la véritable inconnue du scrutin. Les organisateurs se disent prêts, mais les affrontements et les attaques dissidentes se poursuivent dans l'est du pays. La justice égyptienne persiste et signe. Les 3 journalistes d'Al Jazeera accusés de soutenir les frères musulmans ont écopé de peines de prison allant de 7 à 10 ans. Les accusés ont décidé de faire appel de cette décision. Et puis la Côte d'Ivoire à 90 minutes d'un exploit historique. Les éléphants affronteront la Grèce ce mardi à partir de 20h GMT. Une victoire les propulserait en 8e de finale pour la toute première fois en 3 participations à la Coupe du monde de football. Mais avant de développer ces titres, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, fraîchement réélu, s'est exprimé via un communiqué lu par son directeur de campagne. Face au boycott prôné par ses opposants, le dirigeant réélu pour un second mandat a souhaité mettre un point d'honneur à restaurer l'unité nationale. Le président mauritanien s'est ainsi engagé à garantir l'indépendance de la justice, à lutter contre les inégalités sociales et à réduire la pauvreté grâce à une meilleure redistribution de la richesse nationale. En Libye, les électeurs se rendront aux urnes ce mercredi 25 juin à l'occasion des élections législatives afin d'élire 200 députés. La sécurité est au cœur de toutes les préoccupations. Le scrutin va en effet se dérouler alors que les tensions sont encore vives, notamment dans l'est de la Libye. Guillaume Durand. Des élections législatives pour désamorcer les tensions qui règnent dans le pays. Les Libyens sont appelés à se rendre aux urnes le mercredi 25 juin pour élire leurs députés. Ce scrutin est le 2e depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. La sécurité demeure une question prioritaire à quelques heures de ces élections alors que le pays connaît une escalade de violence, en particulier dans l'est du pays. Théâtre depuis un mois d'affrontements quotidiens entre une force paramilitaire loyale au général dissident Khalifa Haftar et des groupes islamistes. Nos espoirs reposent sur ces prochaines élections. Nous sommes suspendus à un fil. Nous avons été déçus par l'élection précédente. J'espère qu'avec celle-ci, ceux qui seront élus pousseront notre pays vers l'avant et s'emploieront à faire respecter les lois du pays. Cette période électorale est sensible. C'est un moment critique. C'est bientôt le ramadan et les combats à Benghazi mêlés à ce qui se passe à Dama. Tout ceci risque d'affecter, de perturber et d'entacher le processus électoral. De leur côté, observateurs et organisateurs du scrutin se disent prêts pour le vote. Nous pouvons à tout moment gérer et résoudre les problèmes techniques et logistiques, mais pour les problèmes de sécurité, nous prions Dieu pour qu'il n'y en ait pas, afin que nous puissions mener cette opération à son terme. À Benghazi, tous les signes sont positifs en ce qui concerne l'exécution du processus électoral du 25. Nous avons des informations de tous nos bureaux auxiliaires à Benghazi. Pour ce qui est de la commission et du processus électoral, nous n'avons pas de problème avec le Sud, en dehors des problèmes de sécurité relevés là-bas par la police locale. Seul 1,5 million d'électeurs se sont inscrits sur les listes contre 2,8 millions en juillet 2012 pour les élections du Congrès général national. Le nouveau Parlement sera constitué de 200 sièges, dont 32 accordés aux femmes. L'école de la santé publique de la ville de Kano a été la cible d'un attentat ce lundi au nord du Nigeria. Une bombe a été déposée dans l'enceinte de l'établissement. Le bilan provisoire fait état de 8 victimes. En cette période de vacances scolaires, aucun cours n'était dispensé, mais des étudiants étaient venus s'inscrire pour la rentrée prochaine. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais le mode opératoire porte la marque du groupe terroriste Boko Haram. La tournée subsaharienne du chef de l'État tunisien, Monsef Marzouki, se poursuit. Après le Mali et le Niger, le président tunisien et sa délégation sont arrivés ce lundi à N'Djamena, capitale du Tchad. Une visite à caractère économique, mais pas seulement, comme nous le montre ce sujet de notre correspondant Daniel Aboki. Le président tunisien Monsef Marzouki en visite officielle au Tchad ce lundi. C'est une première dans l'histoire du Tchad et de la Tunisie. Le chef d'État Monsef Marzouki, accompagné d'une délégation, fait un point d'honneur à visiter le Tchad dans le cadre d'une tournée africaine. Renforcer les liens d'amitié entre les deux pays, mais aussi développer leur coopération économique, tel en est l'objectif. Le Tchad a besoin de ses amis. Et la Tunisie
se considère comme un ami du Tchad. Elle a su capitaliser sur les 50 dernières années un savoir-faire approprié et compétitif et adapté aux besoins de notre Afrique dans les domaines de l'environnement, dans les domaines de l'assainissement, de l'eau, de la gestion de l'électricité, de l'aménagement urbain, du développement industriel, de l'encadrement de la petite et moyenne entreprise, d'éthique, de l'informatisation, de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des entreprises leaders dans ces domaines qui viennent afficher une ambition de partager ce qu'ils ont su capitaliser sur les 50 dernières années et de le mettre à la disposition d'un pays frère et ami comme le Tchad. Une centaine d'hommes d'affaires composent la délégation. Objectif, renforcer les liens économiques et de nouveaux horizons de coopération entre les deux États. Je sais que l'Afrique maintenant, c'est un continent qui est pratiquement un peu où tous les hommes d'affaires du monde entier se bousculent à la porte de cette Afrique qui avant elle a été délaissée. Donc nous, les Tunisiens, nous sommes venus maintenant pour rechercher avec nos homologues tchadiens quel est le moyen le plus fiable pour un peu rehausser les échanges entre la Tunisie et le Tchad. Le Tchad et la Tunisie partagent les mêmes langues officielles, le français et l'arabe. Les opérateurs économiques de ces deux pays participeront dès cet après-midi à un forum économique. Cette rencontre leur permettra d'étudier les opportunités économiques à exploiter de part et d'autre pour le renforcement de leur coopération. L'actualité économique, ce sont ces 900 demandes de construction enregistrées chaque année au Burkina Faso, synonyme d'un secteur immobilier en pleine croissance. Mais sur le terrain, la mise en œuvre de ces constructions pêche. En effet, seuls 21% des promoteurs immobiliers dans la ville de Ouagadougou, entre 2011 et 2012, détenaient un permis de construire. Un non-respect des procédures de construction qui peut s'avérer fatal pour les habitants des immeubles. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Près de 80% des constructions qui ont été faites dans la ville de Ouagadougou entre 2011 et 2012 l'ont été dans l'illégalité. Selon la direction générale en charge du contrôle des constructions au Burkina Faso, ce non-respect des normes de construction a provoqué ces dernières années des effondrements d'immeubles entraînant des morts d'hommes. En 2011, 3 personnes ont péri lors de l'écroulement d'un immeuble. Et pourtant, le pays dispose d'un code d'urbanisme et de construction avec des normes de sécurité telles des études de sol et d'ingénierie. Pour être un peu plus objectif que pour certains promoteurs, c'est plutôt un défi par rapport aux normes de construction. Vous prenez par exemple un promoteur qui introduit un dossier de demande de permis qui porte sur R+2. À l'exécution, à la phase finale, vous avez R+3, voire R+4. Objectivement, est-ce qu'on peut dire que ce promoteur-là ne connaît pas la réglementation ou est-ce qu'il fait fi de la réglementation pour faire ce qu'il veut? Il faut qu'on soit objectif. Il faut qu'on mette en place un mécanisme pour aller à la sanction pénale. La non-conformité de ces normes de construction ne se constate pas seulement à Ouagadougou. À titre d'exemple, à Bobo-Dioulasso, seconde grande ville du pays, entre 2011 et 2012, seulement 7% des promoteurs immobiliers détenaient un permis de construire, contre 3% à Ouéguia et 2% à Tinkodogo. Une situation qui cache un problème. Les immeubles qui tombent à Ouagadougou actuellement, là, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Parce que ceux qui ont les fonds, qui veulent commencer à construire des bâtiments, ils prennent les mains d'œuvre donnent à ceux qui ne sont pas des entrepreneurs. Et bon, les travaux ne sont pas suivis aussi par les ingénieurs ni les techniciens. Bon, c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Alors que nous, on voit que ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange même pas le pays. Rappelons qu'en 2013, il y a eu au total 813 demandes d'autorisation de construire. Des demandes qui vont crescendo car plus de 900 demandes ont déjà été enregistrées cette année. Une croissance qui nécessite des mesures fortes pour la sécurité des populations.
En Afrique du Sud, c'est ce mardi que le syndicat AMCU doit signer la fin de la grève qui paralysait le secteur du platine depuis 6 mois. Les 80 000 travailleurs à l'arrêt depuis le 23 janvier 2014 reprendront les chemins des usines mercredi. Argument de poids de la cessation d'activité, les 12 500 rentes de salaire minimum exigées par le syndicat ne profiteront finalement pas à tous les mineurs. Mais d'après Joseph Matunja, le leader de l'AMCU, la somme pourra être atteinte progressivement d'ici 3 ans et non 5 comme le préconisait le patronat. On termine ce journal avec la Coupe du Monde de football 2014 et tous les regards se tournent vers le groupe C où les éléphants pourraient écrire une page de leur histoire ce mardi en accédant au 8e de finale. La Côte d'Ivoire affronte la Grèce à partir de 20h GMT. Une victoire suffirait à accéder à ce stade encore jamais atteint par une sélection ivoirienne. Karine Loubanzadio. C'est probablement le match le plus important pour la sélection ivoirienne. Ce mardi, les éléphants rencontrent à Fortaleza la Grèce et ont ainsi l'occasion d'accéder pour la première fois au 8e de finale d'une Coupe du Monde. Au-delà du défi, les joueurs qui ont débuté leur campagne au Brésil avec une victoire de 2-1 face au Japon restent confiants. Et la confiance que j'ai de mes joueurs me remplit de joie et de bonheur parce que j'ai une chance extraordinaire d'être là où je suis, nous le savons. Les joueurs ont bien conscience également de l'importance du travail qu'ils ont fourni. Demain, j'espère qu'ils récolteront tout ce qu'ils ont semé pendant ces 2 ans d'efforts et de sacrifices. La Côte d'Ivoire doit se passer des services de Didier Zokora, suspendu pour ce match face à la Grèce. Il sera remplacé par Kolo Touré dans la charnière des éléphants. En attaque, Wilfried Bony et Didier Drogba sont en balance pour le poste d'attaquant de pointe, tandis que Salomon Kalou est pressenti pour prendre la place de Max-Alain Gradel sur l'aile gauche. Pour l'équipe, la titularisation du légendaire capitaine Didier Drogba, très populaire au Brésil, pourrait également faire la différence. Didier Drogba, vous savez ce qu'il est en tant que joueur et en tant qu'homme. Il nous apporte beaucoup par son expérience et c'est notre capitaine. Et même quand il ne débute pas les matchs, son importance en dehors du terrain est très importante pour nous. L'équation est donc simple pour l'équipe de Sabri Lamouchi. Une victoire lui garantirait une place au 2e tour. Elle a même de grandes chances de passer avec un nul. Dans ce cas de figure, il faudrait que les Japonais battent la Colombie avec 2 buts d'écart ou marquer 3 buts de plus que la Côte d'Ivoire pour que ces derniers soient éliminés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.